Bonjour à tous, je me présente Dr Merard du service de cardiologie du CHU de Béjaïa et je vais vous présenter le cours du rétrécissement aortique valvulaire. Au terme de la présentation, vous devriez pouvoir définir le rétrécissement aortique, citer les principales étiologies, décrire les lésions anatomopathologiques spécifiques à chaque étiologie, expliquer la physiopathologie, identifier les signes cliniques évocateurs, planifier les examens complémentaires à visée diagnostique, évaluer les critères de mauvais pronostic, énumérer les complications évolutives et enfin, planifier la stratégie thérapeutique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un rétrécissement aortique? C'est tout simplement la réduction de la taille de l'orifice aortique réalisant un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. Faisons un petit rappel anatomique. La valve aortique normale est dite tricuspide, c'est-à-dire qu'elle est formée par trois cuspes, deux antérieurs, droite et gauche, dites aussi coronaires, car au niveau des sinus de Valsalva correspondants naissent les artères coronaires droite et gauche, et une postérieure, dite non coronaire. La surface aortique normale est d'environ 3 à 4 cm². On va essayer maintenant d'expliquer la physiopathologie. Comme je l'ai déjà dit dans la définition, le rétrécissement aortique réalise un obstacle à l'éjection du ventricule gauche avec augmentation de la post-charge, qui est en fait la pression que doit vaincre le VG. Pour comprendre, essayez simplement d'imaginer un VG qui va lutter contre un obstacle lors de la systole. Ceci va entraîner logiquement une augmentation de la pression systolique dans le ventricule gauche, avec création d'un gradient de pression, c'est-à-dire d'une différence de pression entre le ventricule gauche et l'aorte lors de la systole, contrairement au rétrécissement mitral où le gradient de pression se crée lors de la diastole. L'augmentation de la pression intra-VG va induire l'augmentation de la tension pariétale, qui est en fait la force qui tend à séparer deux myocytes adjacents. Comme le montre clairement la loi de Laplace, sur la plaque, T égale P fois R sur 2 fois E. C'est-à-dire que la tension pariétale est proportionnelle à la pression intra-VG et inversement proportionnelle à l'épaisseur du myocarde. Vous comprendrez donc que pour vaincre cette force qui s'oppose au ventricule gauche, maintenir un débit cardiaque et une tension pariétale normale, le VG doit s'hypertrophier. Cette hypertrophie va au départ être responsable d'une dysfonction diastolique par gêne au remplissage du ventricule gauche lors de la diastole, car ce dernier verra diminuer sa relaxation et sa compliance. De ce fait, les pressions augmentent en amont, c'est-à-dire au niveau de l'oreillette gauche et des capillaires pulmonaires, ce qui peut engendrer des troubles du rythme supraventriculaire, tels que la fibrillation auriculaire. À un stade plus évolué, le ventricule gauche finit par se dilater et la tension pariétale par augmenter, avec altération de la fonction systolique du VG qui était jusque-là conservée. Maintenant qu'on a résumé la physiopathologie, on va citer les différentes étiologies, ou du moins les plus fréquentes. Nous avons le rétrécissement aortique dégénératif, ou le rétrécissement aortique calcifié, appelé aussi maladie de Monckeberg, qui est observé chez les sujets âgés, plus de 65 ans. Cette étiologie est de plus en plus fréquente dans notre pays en raison du vieillissement de la population. La lésion anatomopathologique correspond à des calcifications de la valve et de l'anneau aortique pouvant s'étendre au septum. Nous avons également le rhumatisme articulaire aigu, qui est lui observé beaucoup plus chez l'adulte jeune, avec coexistence fréquente d'une atteinte mitrale. La lésion correspond à une fusion commissurale et rétraction des valves. En ce qui concerne le rétrécissement aortique congénital, j'ai cité l'anomalie la plus fréquente, qui est la bicuspidie. Comme son nom l'indique, c'est la présence de 2 cuspes au lieu de 3. Celle-ci étant une aortopathie, il est impératif de rechercher une dilatation de l'aorte associée et une coarctation de l'aorte. Sachez que parfois l'indication du traitement, l'indication chirurgicale, peut se porter sur la dilatation de l'aorte que sur le rétrécissement lui-même. D'autres causes peuvent être retrouvées,
tels que l'athérome, la polyarthrite rhumatoïde par son atteinte inflammatoire, et aussi l'insuffisance rénale chronique qui induit, comme pour tout autre tissu de l'organisme, un vieillissement plus rapide par accumulation de déchets toxiques, entre autres. Maintenant, comment diagnostiquer un rétrécissement aortique? À votre niveau, vous devez pouvoir évoquer le diagnostic du rétrécissement aortique quand vous en rencontrez un. Les circonstances de découverte sont multiples. D'abord, le rétrécissement aortique peut être diagnostiqué d'une manière totalement fortuite, lors des auscultations systématiques. La pathologie peut rester très longtemps asymptomatique. Gardez bien à l'esprit que même un rétrécissement aortique serré peut être asymptomatique, et ceci grâce aux différents mécanismes compensateurs qu'on a cités dans la physiopathologie. Par contre, la présence de signes fonctionnels traduit un rétrécissement aortique serré. Ces derniers vont survenir d'abord à l'effort et se traduire par l'un des symptômes de la triade classique. D'abord la syncope et la lipothymie d'effort, qui ont en fait la même valeur diagnostique et qui possèdent plusieurs mécanismes que j'expliquerai sur la diapositive suivante. L'angor d'effort qui est multifactoriel, qui est expliqué par l'augmentation des besoins et de la consommation en oxygène du VG du fait de l'augmentation de sa masse. D'un autre côté, par la diminution de la réserve coronaire, qui est en fait le pouvoir de vasodilatation des coronaires à l'effort afin d'améliorer la perfusion. Comme on peut avoir une atteinte anatomique ou des lésions coronaires associées au rétrécissement aortique calcifié, car c'est le même terrain. Troisièmement, la dyspnée d'effort. Souvenez-vous qu'on avait parlé dans la physiopathologie d'une augmentation de la pression en amont dans les capillaires pulmonaires. C'est ce qui explique cette dyspnée. À l'extrême, on aura une dyspnée de repos. La mort subite peut également révéler la pathologie, et ceci par des troubles de l'excitabilité, notamment les tachycardies ventriculaires et les fibrillations ventriculaires, qui sont dus à l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui modifie la structure et l'électrophysiologie des myocytes. Ces derniers deviennent hyperexcitables. Mais aussi par des troubles de la conduction, dus à des calcifications du septum, ou l'extension des calcifications au niveau du septum, là où passe le tronc du faisceau de His. L'endocardite infectieuse reste rare, sauf quand il s'agit d'une bicuspidie. Pour les hémorragies digestives, elles peuvent être retrouvées et elles sont expliquées par la modification du facteur de von Willebrand qui joue un rôle phare dans l'hémostase primaire. Celui-ci, en passant par la sténose serrée, là où les forces de cisaillement sont importantes, va perdre ses multimères. Ceci va allonger le temps de saignement et favoriser les hémorragies digestives sur d'éventuelles angiodysplasies intestinales. Pour reprendre les causes de syncope dans le rétrécissement aortique, nous avons le bas débit à l'effort qui va induire une hypoperfusion cérébrale, car le débit dans l'aorte qui était suffisant au repos ne peut augmenter à l'effort, du fait de l'obstacle à l'éjection du ventricule gauche. Nous avons les troubles du rythme, comme les tachycardies ventriculaires, les BAV par extension septale des calcifications aortiques, et les traitements vasodilatateurs chez certains patients, chez les sujets hypertendus par exemple. En ce qui concerne l'examen physique, l'auscultation est un temps essentiel. Elle est pratiquée chez un patient assis, penché en avant et en fin d'expiration, et retrouve un souffle systolique, c'est plutôt logique, qui est éjectionnel, mésosystolique, qui respecte le premier bruit du cœur et se termine avant le deuxième bruit du cœur, qui est maximal au niveau du foyer aortique, c'est-à-dire au niveau du deuxième espace intercostal droit, qui est rude et râpeux, qui irradie vers les vaisseaux du cou et parfois le long du bord gauche du sternum, et qui peut être absent dans les sténoses serrées avec bas débit cardiaque, chose qu'on retrouve au stade de dysfonction systolique. Il peut être associé à un clic protosystolique si les valves sont restées souples, lorsque l'étiologie s'agit du rhumatisme articulaire aigu ou le rétrécissement aortique congénital. Retenez que l'abolition du B2
évoque des valves calcifiées. Un souffle à maximum mésotélésystolique est en faveur d'une sténose serrée, car plus le rétrécissement aortique est serré, plus le temps d'éjection systolique s'allonge. Et je le répète, en cas de rétrécissement aortique serré avec dysfonction VG sévère, le souffle devient peu intense, voire parfois inaudible, car le gradient moyen entre le ventricule gauche et l'aorte est faible à cause du bas débit. L'examen clinique peut parfois retrouver des signes périphériques. Une pression artérielle différentielle pincée, appelée aussi la pression artérielle pulsée, c'est la différence entre la pression artérielle systolique et diastolique, et ceci par diminution de la pression artérielle systolique. Et doit rechercher des signes d'insuffisance ventriculaire gauche ou droite à un stade évolué, des signes en faveur d'une valvulopathie associée, des signes d'atteinte vasculaire périphérique, et enfin, des comorbidités. Maintenant, comment faire le diagnostic paraclinique ou quels sont les différents examens complémentaires? L'électrocardiogramme que tout médecin doit savoir interpréter peut retrouver une hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique. Je vous invite à revoir votre cours sur l'électrocardiogramme, mais je vous rappelle qu'elle se traduit par une augmentation des indices d'HVG dans le Sokolov, le Lewis, le Cornell, une déviation axiale gauche et une négativation des ondes T en précordiale gauche. Cette ECG illustre très bien cette hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique. Il peut montrer également des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire et des troubles du rythme, soit ventriculaire ou supraventriculaire. La radiographie du thorax peut être normale. Elle peut nous montrer une dilatation de l'aorte ascendante qui va donner un aspect d'hyperconcavité de l'arc moyen gauche, des calcifications au niveau de l'aire aortique, une hypertrophie du VG avec un arc inférieur convexe et pointus diaphragmatique, une dilatation du ventricule gauche en cas de RAO évolué avec cardiomégalie et une surcharge pulmonaire si le rétrécissement aortique est évolué avec signe d'insuffisance cardiaque gauche. L'échographie Doppler cardiaque transthoracique est la méthode de référence d'évaluation du RAO. Cette évaluation échographique nous permet de confirmer le diagnostic, d'analyser l'état valvulaire, d'apprécier le degré de sévérité de la sténose, d'évaluer le retentissement hémodynamique et de rechercher les anomalies associées et d'autres atteintes valvulaires. D'abord, on confirme le diagnostic. La valve aortique est remaniée, calcifiée, avec une ouverture des sigmoïdes qui est réduite. En Doppler continu, les vitesses du sang à travers la valve aortique sont augmentées, avec une Vmax supérieure à 4 mètres par seconde, qui est en faveur d'une sténose serrée. Pour quantifier le degré de sévérité du rétrécissement, nous passons par la mesure du gradient de pression. Un gradient moyen qui est supérieur à 40 mm de mercure correspond à un rétrécissement aortique serré. Notez bien qu'un rétrécissement aortique serré peut s'accompagner d'un gradient de pression qui est faible en cas de bas débit. Par la mesure de la surface valvulaire, la surface orificielle d'une valve aortique normale, nous l'avons dit, est d'environ 2 à 3 cm². En cas de rétrécissement aortique, cette surface diminue. Et on parlera de rétrécissement aortique serré pour une surface qui est inférieure à 1 cm² ou inférieure à 0,6 cm² par mètre carré de surface corporelle, donc elle est indexée, et critique si la surface est inférieure ou égale à 0,75 cm² ou inférieure à 0,4 cm² par mètre carré de surface corporelle. Pour résumer le tout, les critères d'une sténose aortique serrée sont une Vmax du flux transaortique supérieur ou égal à 4 mètres par seconde, un gradient moyen transaortique supérieur ou égal à 40 mm de mercure, une surface aortique inférieure à 1 cm², on parlera de rétrécissement aortique serré critique si cette surface est inférieure ou égale à 0,75 cm²,
Une surface aortique indexée à la surface corporelle inférieure à 0,6 cm² par mètre carré. Et si elle est inférieure à 0,4 cm² par mètre carré, on parlera également de rétrécissement aortique serré critique. Pour les signes de retentissement, l'échocardiographie peut évaluer les conséquences du RAO au niveau du ventricule gauche, du débit cardiaque et des pressions droites. Pour le ventricule gauche, on a le degré d'hypertrophie de celui-ci, sa dilatation et l'altération de sa fonction par le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Pour le débit, pendant longtemps, le débit cardiaque au repos reste conservé, mais dans le rétrécissement aortique serré évolué avec atteinte de la fonction ventriculaire, le débit peut s'abaisser. Enfin, les pressions artérielles pulmonaires est élevé dans les formes évoluées. Il permet également d'éliminer une autre atteinte valvulaire par l'examen de la valve mitrale principalement lorsque l'étiologie s'agit du rhumatisme articulaire aigu. L'échographie transœsophagienne possède des indications limitées. Patient non échogène, mesure de la surface aortique par planimétrie de la valve aortique, mesure de l'anneau aortique avant une TAVI et lorsqu'on suspecte une endocardite infectieuse. La mesure du score calcique valvulaire aortique, qui est en fait un scanner thoracique sans injection de produit de contraste, possède un intérêt en cas de discordance entre les symptômes, la surface aortique, le gradient moyen. Il est corrélé à la sévérité de la sténose aortique et au pronostic. Un rétrécissement aortique est disserré lorsque ce score est supérieur ou égal à 1200 chez la femme et supérieur ou égal à 2000 chez l'homme. La coronarographie à la recherche de lésions coronaires est systématique dans le bilan préopératoire en cas d'existence d'un angor, lorsqu'on suspecte une cardiopathie ischémique sous-jacente, chez un homme de 40 ans ou plus ou une femme ménopausée, chez un patient présentant au moins un facteur de risque cardiovasculaire et lorsqu'il existe une dysfonction VG systolique associée. Pour le CG d'effort, il est formellement contre-indiqué si le rétrécissement aortique est serré, symptomatique. Par contre, il est indiqué si ce rétrécissement aortique est serré, asymptomatique, car il permet de dépister les patients qui sont faussement asymptomatiques. C'est des patients qui se disaient asymptomatiques car leur activité physique était limitée. Il permet aussi de rechercher les signes de gravité, une hypotension à l'effort, une arythmie ventriculaire. L'échographie Doppler de stress sous dobutamine est indiquée en cas de rétrécissement aortique serré avec dysfonction ventriculaire gauche, une FE inférieure à 50%, mais le gradient est bas du fait de la dysfonction VG. Il possède deux buts. Éliminer une sténose aortique pseudo-sévère, du fait de la dysfonction ventriculaire gauche, la valve s'ouvrait mal, elle n'était pas réellement rétrécie. La recherche d'une réserve contractile myocardique. Schématiquement, 3 types de réponses hémodynamiques à la dobutamine sont possibles. La première, c'est un rétrécissement aortique réellement serré, avec une surface qui reste inférieure à 1 cm² et une réserve contractile justifiant le traitement chirurgical de la sténose. Un rétrécissement aortique modéré, qui était pseudo-serré à l'état basal. On obtient à la fin du test une surface supérieure à 1 cm². La troisième réponse, c'est l'absence d'amélioration de la fonction ventriculaire sous dobutamine, c'est-à-dire une absence de réserve contractile. Le risque opératoire est majeur et le bénéfice de remplacement valvulaire est discutable dans ce cas. Maintenant qu'on a fait le tour sur les différents examens paracliniques, qu'en est-il du pronostic? Sachez que tout rétrécissement aortique serré symptomatique, non opéré, a un pronostic sévère. La survie moyenne spontanée sans traitement chirurgical est d'environ 5 ans en cas d'angor, environ 3 ans en cas de syncope et d'environ 2 ans en cas d'insuffisance cardiaque. Pour les complications, ce n'est en fait qu'une répétition de ce que nous avons déjà cité. Nous avons la mort subite, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme et de la conduction, l'endocardite infectieuse, les embolies calcaires et les saignements digestifs d'une façon plus rare. Nous allons maintenant aborder le dernier chapitre qui est la thérapeutique. Commençons d'abord par les moyens.
nous avons le remplacement valvulaire chirurgical, soit par prothèse mécanique ou bien par prothèse biologique. La prothèse mécanique impose un traitement anticoagulant à vie, possède une longue durée de vie, elle est indiquée chez le sujet jeune. La prothèse biologique évite le traitement anticoagulant, son risque de dégénérescence est rapide dans les 10 à 15 ans, elle est indiquée chez les patients âgés, plus de 65 ou 70 ans. Nous avons également la TAVI ou implantation percutanée d'une valve aortique. C'est l'implantation par voie percutanée, souvent par voie fémorale, d'une valve aortique chez les patients à haut risque et à risque intermédiaire. La valvuloplastie aortique percutanée, c'est une dilatation du RAO par un ballon situé à l'extrémité d'un cathéter introduit de manière rétrograde dans l'aorte à partir d'un point de ponction fémorale. Cette technique garde une seule indication, c'est la dilatation de sauvetage chez un patient en mauvais état hémodynamique en attente d'un geste plus complet. Pour les indications, je vous ai mis ce schéma qui résume les différentes stratégies. En cas de rétrécissement aortique serré asymptomatique, l'indication opératoire est posée si la fraction d'éjection du ventricule gauche est inférieure à 50%, si le patient est faussement asymptomatique, c'est-à-dire que les symptômes ont été révélés par la suite après les tests d'effort, si le risque chirurgical est faible avec présence de l'un des facteurs de risque, c'est-à-dire une Vmax supérieure à 5,5 mètres par seconde, une valve très calcifiée et augmentation de la Vmax aortique supérieure ou égale à 0,3 mètres par seconde par an, un taux de BMP ou de NT-proBNP élevé sans autre explication que le rétrécissement aortique, une hypertension artérielle pulmonaire supérieure à 60 mm de mercure au repos. En ce qui concerne le rétrécissement aortique symptomatique, je le répète, retenez que tout rétrécissement aortique serré symptomatique non opéré est de mauvais pronostic. Dans ce cas-là, on discutera l'indication de la TAVI ou du remplacement valvulaire aortique chirurgical selon le risque opératoire du sujet. Si le risque opératoire est bas, avec certaines conditions, soit absence d'aorte porcelaine, de fragilité ou de séquelles thoraciques post-radiques, le remplacement valvulaire aortique chirurgical sera indiqué en première intention. Par contre, si le risque opératoire est augmenté ou qu'il y ait présence d'une des conditions que j'ai citées précédemment, on pourra proposer soit la TAVI, soit le remplacement valvulaire aortique chirurgical. On s'orientera beaucoup plus vers le remplacement valvulaire aortique s'il existe d'autres indications chirurgicales associées, telles que le pontage coronaire ou un geste à faire sur la valve mitrale. Bien évidemment, si le patient est récusé pour la chirurgie, la TAVI sera indiquée. Nous arrivons à la fin du cours. Pour conclure, voici certains messages clés que vous devez retenir. Avec le vieillissement de la population, le rétrécissement aortique est une valvulopathie qui sera de plus en plus importante. L'étiologie rhumatismale est toujours rencontrée en Algérie. La bicuspidie aortique doit être évoquée devant une valvulopathie aortique du sujet jeune. Dans ce cas, il convient de rechercher une dilatation de l'aorte associée et doit aussi faire l'objet d'une enquête familiale. La sténose aortique est une pathologie qui peut rester très longtemps asymptomatique en raison des différents mécanismes compensateurs qui se mettent en place. Enfin, la prise en charge thérapeutique a été révolutionnée par la TAVI, qui représente aujourd'hui une alternative au remplacement valvulaire aortique chirurgical, non seulement chez les patients à haut risque, mais également chez ceux à risque intermédiaire. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage à tous.